de ces Africains qui exercent le pouvoir contre les intérêts du peuple africain. On ne pourra jamais comprendre la souffrance de l'Afrique sans la trahison de certains Africains, véritables maillottes capétia, comme les appelait Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, qui, pour avoir une petite place au soleil, ont consacré toute leur intelligence à brader leur patrie, à livrer leur peuple à la misère et à les soumettre à la violence, au mensonge, à la désespérance et au mépris. Et c'est d'ailleurs ce problème qui explique aujourd'hui le discrédit de la CEDEAO. Organisation, comme on va le voir, dirigée par des hommes ennemis de leur peuple, ennemis de l'Afrique, des valets, des puissances néocolonialistes et impérialistes, dont chacun des pas représente un danger pour la population africaine. C'est ce même problème-là qui fait que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays captif d'un clan criminel. C'est ce problème-là que l'on retrouve au cœur de la CEDEAO, dont les dirigeants sont dans leur écrasante majorité des criminels d'État, des violeurs de constitution, des fraudeurs aux élections et des valets de l'ultralibéralisme occidental et moyen-oriental. C'est ce problème que nous avons dans tous nos pays encore tenus en otage, capturés par des clans dictatoriaux. C'est ce problème qui explique le pourrissement par la tête du poisson CEDEAO. Heureusement que l'espoir en Afrique n'a pas disparu. Il existe une confédération des États du Sahel, dirigée par des hommes, des femmes qui servent fidèlement leur peuple. Représentés par les présidents Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération, Ibrahim Traoré, président du Burkina, Abdourahmane Tchani, président du Niger. Heureusement qu'ils sont là pour montrer aux Africains qu'il ne faut pas perdre confiance en l'Afrique, qu'il ne faut pas renoncer à l'Afrique, qu'il ne faut pas abandonner l'Afrique, qu'il ne faut pas s'abandonner en tant qu'Africain, mais sans cesse remettre sur l'établi le métier, car c'est dans la persévérance, l'endurance, la patience que se réalisent les œuvres les plus grandes de l'homme. Maintenant, nous allons commencer par le premier moment de notre analyse, à savoir l'entente de la déclaration telle qu'elle a été énoncée, notamment par exemple par le ministre nigérien, porte-parole du gouvernement, je cite le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, qui a donné lecture de la déclaration signée par le président de la Confédération, son Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Écoutons la déclaration avant d'entrer dans l'économie de sa signification. Le chef d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix,
la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Mes chers amis, nous venons d'entendre, une fois de plus, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, la déclaration du porte-parole du gouvernement du Niger, répétant les propos consignés dans la déclaration de la conférence des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, dirigée par le président en exercice, Assimi Goïta, général d'armée, président du Mali. Maintenant, nous allons entrer dans l'économie de cette déclaration. Quel est le contexte? Pourquoi, après la déclaration du 14 décembre 2024, la conférence des chefs d'État a cru nécessaire de faire une déclaration supplémentaire? Elle a cru nécessaire de faire une déclaration supplémentaire parce que la CEDEAO, ces 3 dernières semaines, a mené une bataille de communication ayant pour but de semer la confusion dans les esprits, en Afrique de l'Ouest et dans le monde. L'objectif de la bataille de la communication
et de la bataille diplomatique de la CEDEAO, c'était de faire croire qu'en droit et en fait, la Confédération des États du Sahel, et plus précisément en tout cas le Mali, le Burkina Faso et le Niger, appartenaient encore à la CEDEAO au moment où nous parlons. À partir du moment où on cherchait à faire croire à l'opinion des pays sahéliens, à l'opinion des pays de la CEDEAO, à l'opinion africaine et mondiale, que le Mali, le Burkina et le Niger sont encore, au moment où je vous parle, seraient encore membres de la CEDEAO, on voulait expliquer par là que la CEDEAO conservait le pouvoir d'agir dans l'espace de ces pays et que ce pouvoir lui était toujours dévolu par les textes de droit et que le droit international reconnaissait à la CEDEAO cette capacité d'action. Donc, les dirigeants de l'AES ont bien compris que la CEDEAO voulait brouiller le message qu'ils ont émis justement en début d'année, quand ils ont décidé de quitter l'AES en janvier passé. Quand ils ont décidé de quitter la CEDEAO en janvier passé, quand ils ont dit « nous ne sommes plus membres de la CEDEAO ». À l'origine, la déclaration de janvier 2024 de sortie de la CEDEAO était très précise. Elle disait qu'elle était d'effet immédiat. En langage politico-juridique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le Mali, le Burkina et le Niger ont dit en fin janvier 2024, qu'ils quittaient la CEDEAO, ils l'ont quitté le jour même. Et ils ont précisé pourquoi ils ne respecteraient pas le texte de la CEDEAO qui dit qu'il faut la quitter après un délai d'1 an. Ils ont dit qu'ils ne respecteraient pas ce texte parce que la CEDEAO elle-même ne respectait plus ses propres textes. On n'a pas à être tenu par le respect des textes d'une organisation qui ne respecte pas ses propres textes. En janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont précisé qu'ils ne respecteraient pas le fameux délai d'1 an prévu par les textes de la CEDEAO. Pour la simple et bonne raison que la CEDEAO elle-même, à travers ses sanctions illégales, illégitimes, criminelles, inhumaines, contre le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO avait rompu ces textes. La CEDEAO avait dit que ces textes n'ont plus de valeur. On n'a pas à respecter les textes d'une organisation qui ne respecte pas ses propres textes. Selon un principe de bon sens qui dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Écrivez ça. Tu ne peux pas dire moi, j'ai le droit de brûler ma propre maison et demander aux autres de respecter ta maison. Tu décides de mettre le feu à la maison et cette maison, tu la possèdes avec les autres. Toi, tu mets le feu à la maison brûle. Et quand les autres disent, nous, on n'est plus de cette maison, tu leur dis non, je vous oblige à rester de cette maison parce qu'à la base, cette maison nous appartient ensemble. Vous devez rester et mourir avec moi. C'est-à-dire que tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et par-dessus tout, même en plus, tu veux la crémière et même la fermière. Donc, à partir du moment où l'AES s'est rendu compte que la CEDEAO voulait semer la confusion sur son message originel de janvier 2024, lorsqu'elle quittait la CEDEAO, l'AES a compris qu'il y avait un plan derrière. Et ça n'a pas manqué. La CEDEAO est sortie, quelque temps après, pour se donner à elle-même, de manière unilatérale, un délai de 6 mois. 6 mois durant lesquels on ne sait pas ce qu'elle va inventer, 6 mois durant lesquels elle croit pouvoir retourner en tout cas la situation. C'est-à-dire ramener, en fait, de gré ou de force, les États qui forment aujourd'hui l'AES dans la CEDEAO. Voilà le contexte dans lequel la déclaration a été écrite. C'est un contexte où, en fait, l'Alliance des États du Sahel s'est sentie attaquée sur le plan médiatique et diplomatique et a senti que la confusion qui était semée avait pour but de préparer autre chose. Et c'est de cette autre chose qu'il est question, justement,
dans la déclaration du 22 décembre. Dans la déclaration que nous allons analyser, ligne par ligne, l'AES nous détaille tout le plan de déstabilisation de son espace par la CEDEAO. On va donc aller dans le document ligne par ligne maintenant, mais vous connaissez le rituel avec votre serviteur. Je voudrais poser en Mondovision une question préalable à mes amis que vous êtes. À vous qui me suivez, qui me lisez, qui m'entendez, qui m'écoutez sur les réseaux sociaux. Quand j'ai appris que la CEDEAO prolongeait de 6 mois le soi-disant délai de départ du Mali, du Burkina et du Niger de son sein, quand j'ai appris cela, est-ce que je suis venu ici vous dire que la CEDEAO se donnait le temps nécessaire pour déstabiliser l'AES? Que ces 6 mois n'étaient rien d'autre en réalité qu'une fenêtre de tir pour pouvoir mieux organiser les activités de déstabilisation décidées en très haut lieu dans la CEDEAO, avec le soutien des néocolonialistes et des impérialistes. Est-ce que je suis venu dire ça ici le même soir? Est-ce que vous vous souvenez de mes conférences dans lesquelles j'ai expliqué la nouvelle stratégie de la CEDEAO contre l'AES? N'ai-je pas ici, en Mondovision, appelé nos dirigeants de l'AES à prendre acte du fait que la CEDEAO, n'a pas renoncé à les attaquer et à les renverser, mais qu'elle a décidé de les contourner pour les surprendre et les frapper mortellement. J'ai donné une conférence détaillée sur ce sujet, consacrée au nouveau plan de la CEDEAO. Oui ou non? Ok. Troisièmement, est-ce que j'ai donné des conférences ici pour expliquer à notre peuple que le retrait des troupes néocolonialistes, quand c'est un retrait qui est forcé, qui est contraint, qui est obligé, s'accompagne de la part de ces troupes de la mise en place d'un nouveau plan? Ce sont des troupes qui au départ étaient visibles et le néocolonialisme et l'impérialisme ont décidé de reconvertir leurs anciennes troupes visibles en des troupes militaires invisibles, c'est-à-dire à travers des compagnies de sécurité, à travers des compagnies de mercenaires. Et j'avais insisté ici dans plusieurs conférences sur la révélation très imprudente, il faut le dire, du général Didier Castres, qui était auditionné au Parlement français et qui a dit que la bonne stratégie était de reconvertir les troupes officielles en troupes officieuses, les troupes visibles en troupes invisibles, à travers les compagnies militaires de sécurité, en fait, à travers donc les compagnies de mercenaires, il était possible de maintenir une présence militaire française, européenne, occidentale en Afrique, qui serait plus efficace parce que invisible et qui serait capable de reconquérir les zones d'influence perdues par l'occupation militaire visible. Est-ce que vous vous souvenez de l'analyse que nous fîmes de cette révélation du mois de février 2024 par l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française, le général Didier Castres, auditionné ici au Parlement en France? Vous vous en souvenez ou pas? Oui, très bien. Si vous vous en souvenez, vous êtes donc en capacité de comprendre ce que les dirigeants de l'AES vont nous dire. En fait, vous tous, et vous en particulier qui suivez les modestes contributions de votre serviteur, vous avez été préparés à tout ce que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO nous a dit. Cette conférence, dans sa déclaration du 22 décembre, nous a rappelé ce que nous savions déjà. Oui ou non? Celui qui dit qu'il ne savait pas cela est soit quelqu'un qui n'est pas assidu dans l'écoute des analyses que nous proposons, soit quelqu'un qui lui-même ne fait pas assez d'efforts de recherche d'informations, soit quelqu'un qui est de mauvaise foi. Est-ce que c'est clair? Votre serviteur publiait, par exemple, le 14 décembre, j'avais publié une série de tweets. Et je voudrais ici vous en lire un extrait. J'ai publié ceci exactement le 15 décembre à 20h44. J'ai dit, urgent, la CEDEAO, en bonne entente avec ses tuteurs néocolonialistes et impérialistes, se donne 6 mois pour déstabiliser l'AES. Ça, je l'ai publié le 15 décembre 2024.
n'est-ce pas? Et j'ai donné des conférences où j'ai détaillé les preuves que c'est ce que la CEDEAO va faire. D'accord? Donc, vous voyez que la science politique africaine est en convergence avec la direction révolutionnaire panafricaniste. Quand la science émancipatrice est en convergence avec la vision des dirigeants révolutionnaires panafricanistes, le continent avance. Le continent a de la chance. Quand on a des dirigeants qui mènent une politique de vérité, une politique basée sur la connaissance, une politique basée sur des faits avérés, une politique qui fait appel à l'intelligence du peuple, non pas une politique qui mépriserait l'intelligence du peuple ou qui viendrait s'affirmer comme tiré d'un chapeau de prestidigitateur, eh bien, comme un lapin de cirque. Non. Cette politique-là menée par les présidents Goïta, Tiani et Traoré est une politique qui nous touche, qui nous plaît. Pourquoi? Parce que c'est une politique que nous comprenons, qui est faite avec des éléments d'analyse qui sont à la disposition du peuple. Voilà la politique que nous voulons. Celle qui renforce davantage chaque jour, eh bien, l'alliance entre les chefs, l'armée, le peuple. Cette politique est la base de toutes les émancipations authentiques. Elle est la base de toutes les émancipations authentiques. Alors, venons-en maintenant au texte. Venons-en maintenant au texte. Emma, tu peux demander à quelqu'un d'éteindre l'horloge là qui sonne. Demande qu'on arrête l'horloge. Ok, c'est bien. Je prends maintenant le texte. Le texte de la déclaration. Nous allons entrer dans son économie, pour ainsi dire, morceau par morceau. Parce que je vous ai d'abord présenté l'allure générale, l'intention générale de ce texte fondamental. Bon, alors, quelles sont les parties qui composent ce texte? On a les deux premiers paragraphes du texte où, en fait, les deux premiers paragraphes sont consacrés à faire un rappel. Il s'agit de rappeler à tout le monde les circonstances dans lesquelles est née l'Alliance des États du Sahel, les circonstances dans lesquelles est née la Confédération des États du Sahel. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Le premier paragraphe nous dit quelle est la finalité de l'AES. L'AES est une organisation de défense de la dignité, de l'intégrité du territoire et bien du Sahel contre les impérialistes et les néocolonialistes. Contre les impérialistes et les néocolonialistes. Mais c'est qui les impérialistes? Mais c'est l'alliance de l'OTAN qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour qu'ils envahissent le Sahel, afin de forcer les États du Sahel à continuer à brader leurs ressources faramineuses pour le capitalisme occidental et moyen-oriental. Les ressources visées sont l'uranium, l'or, le diamant, le cobalt, le manganèse, le lithium, le gaz, le pétrole, dont regorgent abondamment les États sahéliens en particulier et africains en général. Et Amewa, l'AES a été créée contre les impérialistes, c'est-à-dire contre l'OTAN. Parce que chez nous en Afrique, c'est l'OTAN qui est la principale organisation impérialiste qui nous attaque. L'OTAN a des alliés. Ce sont les puissances du Moyen-Orient qui sont les alliés de l'OTAN et qui sont les bases arrière des principaux dirigeants des organisations terroristes. Nommons-les le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn. Ces pays du Moyen-Orient hébergent les principaux chefs terroristes auxquels les chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique ont fait publiquement allégeance. Al-Qaïda en Afrique est une cellule d'Al-Qaïda au Moyen-Orient. Et Al-Qaïda au Moyen-Orient a été créé par la CIA en 1980, dans les années 80. L'État islamique que nous avons en Afrique
est une cellule de l'État islamique qui a été créée au Moyen-Orient, le président Donald Trump nous a dit, par l'administration Obama-Clinton, et qui a des liens étroits avec tous les grands renseignements généraux occidentaux, tels le Mossad. Ça, c'est vrai. C'est vrai d'une vérité scientifique. Je possède 30 ouvrages hyper documentés, comme celui que je vous ai cité en dernière date, le livre noir de la CIA, dans lequel les sources abondent. Voilà pourquoi personne n'ose, dans tout l'Occident, me faire le procès d'une diffamation contre l'OTAN. Car ce sont les archives déclassifiées des États-Unis d'Amérique. Ce sont les instituts de recherche d'Europe qui eux-mêmes ont rassemblé toutes les preuves des liens intimes entre les deux principales organisations terroristes et les officines des renseignements généraux otaniens. Et j'ai toujours dit aux Africains de regarder ces dernières semaines la Syrie, qui est un tableau d'école pour les Africains. Vous avez bien vu en Syrie un chef d'Al-Qaïda qui se taille la barbe, qui s'habille en costard et qui est présenté par les Américains et les Européens comme un libérateur, comme un démocrate, comme quelqu'un qui a mis fin à la barbarie et qui vient instaurer un règne de lumière. Il le fait avec la bénédiction d'Israël, à qui il permet de bombarder par 1000 fois la Syrie, d'occuper la Syrie, pendant que lui, il se partage à Damas le pouvoir avec l'émissaire américain. La Syrie est sous les yeux des Africains la dernière preuve de la nature de la déstabilisation qu'ils subissent. Il faut être un lâche, un menteur, un hypocrite. Il faut être mauvais envers l'Afrique pour ne pas voir que les impérialistes, là, c'est l'OTAN. Et que les alliés des impérialistes, ce sont les pétromonarchies du Golfe, envers lesquels les pays africains sont encore très complaisants. D'où sont venus ceux qui ont remplacé les Américains au pouvoir en Afghanistan? Ils sont venus du Qatar. Où les Américains ont-ils discuté du nouvel équilibre de l'Afghanistan? Au Qatar. Les chefs d'Al-Qaïda qui gouvernent l'Afghanistan actuellement, dans quels hôtels 5 étoiles étaient-ils logés? Au Qatar. De nombreuses preuves de financement de l'État islamique par, eh bien, les puissances occidentales existent. Le principal groupe de cimentiers du monde, qui est le groupe français Lafarge, a été condamné à Paris pour avoir financé l'État islamique en Irak et en Syrie. Et je rappelle que dans le conseil d'administration du principal groupe cimentier du monde, on trouvait pendant plusieurs années une certaine madame Hillary Clinton. Quand Donald Trump dit que c'est l'administration Clinton-Obama qui a créé l'État islamique, il le dit parce qu'il a des preuves. Il vient d'être réélu président des États-Unis d'Amérique. Et vous comprenez pourquoi on lui a tiré dessus, pour l'empêcher d'être président. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, plastronnent publiquement, magnifient et divinisent un terroriste comme chef d'État syrien. Ce sont les mêmes qui, précisément, ont poussé le Mali, le Burkina Faso et le Niger à unir leurs forces pour faire face à leur agression. Elle était partie de la Libye. Et avec les mêmes organisations terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie et en Afghanistan. L'agression s'est faite sous les yeux du monde entier. J'ai écrit un livre qui sort à Bamako dans les prochains jours. L'impérial terrorisme, forme contemporaine de l'agression, de l'impérialisme, du néocolonialisme occidental et moyen-oriental contre l'Afrique, avec les preuves irréfutables de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. Toutes les preuves sont dedans. Dans l'autre. Ce livre-là, tout Africain doit l'avoir sous les selles. Quand il rencontre des dirigeants occidentaux qui veulent mentir en faisant avancer leur soi-disant propagande des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, vous commencez les preuves. Vous dites, bon, très bien, on commence. Qui a tué Kadhafi? C'était pourquoi? Qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique en Libye? C'était pourquoi? Qui a dit à Lavrov
que armer Al-Qaïda et l'État islamique en Libye et venir les combattre au Mali, c'est la vie. Pourquoi a-t-il dit cela? Qui a dit que nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent? Qui a dit ça en juin 2017 dans le Figaro et pourquoi? Qui a révélé qu'Obama et Clinton étaient derrière la création de l'État islamique et pourquoi? Qui a révélé à Paris que le principal groupe de cimentiers avait financé l'État islamique? Qui a révélé les liens entre l'État islamique, le Mossad, l'État islamique, la CIA? Qui est allé partager le pouvoir avec le chef d'Al-Qaïda, sur la tête duquel il y avait 10 millions de dollars pour celui qui va l'attraper? Qui est en train de partager le pouvoir avec lui à Damas? Qui? Ce sont les mêmes. Et c'est à cause d'eux qu'a été créée l'Alliance des États du Sahel. Si nous aimons la vérité, nous savons que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique. Ce ne sont pas de prétendus djihadistes qui viendraient en Afrique pour nous dicter un islam que nous connaissons longtemps avant ces groupuscules. Vous avez compris? Mais il s'agit ici de combattre les velléités néocolonialistes qui est visé par le concept de néocolonialisme. Mais le texte va nous le dire clairement après. Le néocolonialisme, c'est un concept qui est appliqué aux puissances anciennement coloniales sur le continent africain. Donc, cela va viser l'essentiel des puissances de l'Union européenne, dont principalement la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale du Mali, du Burkina et du Niger, où elle a perdu pied et où elle s'efforce par tous les moyens possibles de reprendre pied, parce que c'est la condition de l'approvisionnement gratuit et multiséculaire de ses multinationales, de son économie et de ses caisses. N'est-ce pas? Le néocolonialisme ici est un concept qui s'applique à la France, aux pays de l'Union européenne, qui sont tous des anciennes puissances coloniales africaines. Mais cela s'applique également, bien sûr, à un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui, profitant de l'invasion multiséculaire de l'Égypte noire par le peuple arabe, a transformé celle-ci à une occasion de considérer l'Afrique noire comme étant une partie subalterne du continent. Cette dynamique-là, c'est celle-là qui explique l'attitude, par exemple, de l'Algérie envers le Mali. L'attitude de l'Algérie envers le Mali. L'attitude de la totalité des pays d'Afrique du Nord envers les immigrés d'Afrique noire. Elle vient de cette histoire. Elle vient déjà de la première grande invasion coloniale, impérialiste, venue d'Arabie, sur le continent noir, et qui n'a toujours pas été discutée, qui n'a pas été clairement soldée et examinée. Donc on n'a pas posé la question des actes qu'elle a rendus possibles et qui sont tabous. Tabous en Afrique du Nord, tabous en Afrique noire, en raison précisément d'un préjugé de type religieux. Il y a tellement de dossiers à ouvrir pour émanciper l'Afrique. Il y a tellement de dossiers à ouvrir. Mais il faut des femmes et des hommes véritablement courageux, amoureux de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains pour les ouvrir et les aborder rigoureusement, méticuleusement. Voilà pour le premier paragraphe. Le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel est donc créée pour protéger l'Afrique de l'Ouest et donc des impérialistes et des néocolonialistes. Le premier paragraphe est clair. On sait de qui il est question, n'est-ce pas? On passe au deuxième paragraphe. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024. Que nous dit le nouveau paragraphe? Que l'Alliance a pour but de réaliser une souveraineté véritable. Ce qui veut dire qu'on reconnaît que l'Afrique, depuis plus de 64 ans maintenant, avec les pseudo-indépendances des années 60, l'Afrique ne bénéficie pas encore d'une souveraineté véritable. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté véritable? On ne peut pas comprendre ce que c'est si on ne se souvient pas de la signification du mot souveraineté. Souveraineté est un mot français qui dérive de la langue latine et du mot superus, qui signifie le supérieur. Donc la souveraineté,
c'est la condition de ce qui est considéré comme supérieur. La souveraineté, c'est l'essence de la supériorité, c'est le principe considéré comme transcendant, comme devant dominer tous les autres principes dans une communauté, dans un individu, dans un peuple, dans une nation. Or, dans la colonisation, le souverain, ce n'est pas le colonisé, le souverain, c'est le colon. Et lorsqu'on organise une pseudo-décolonisation, comme celle, par exemple, qui a été organisée par le général de Gaulle et son homme de main, Jacques Foccart, en fait, on crée une pseudo-souveraineté. Pour qu'un État soit souverain, il faut qu'il ait le contrôle de son système de défense et de sécurité. Donc, il ne doit pas être occupé par des bases militaires étrangères. Ça fait 1. 2. Pour qu'un État soit souverain, il faut qu'il ait le contrôle de son système économique, financier et son système monétaire. Son économie ne doit pas être contrôlée par la banque d'un autre État. Or, la plupart des États issus du colonialisme français est resté sous le contrôle monétaire, tout comme sous les bases militaires de l'armée française. Donc, le deuxième critère de souveraineté n'est pas rempli par une quinzaine de pays africains qui sont encore sous le contrôle du franc CFA. Troisième critère de souveraineté, un État est souverain lorsque ses institutions sont dirigées par des hommes et des femmes librement choisis par le peuple de cet État. Car en fait, dans un État véritablement libre, le souverain, c'est le peuple. Ici sur Terre. Quatrième condition, un État souverain est un État qui possède la liberté de l'esprit, la liberté de la connaissance, la liberté culturelle. Donc, c'est un État dont les institutions sont inspirées de son expérience, mais surtout de ses valeurs de civilisation, de ses propres valeurs sociétales. Sa conception de la famille, de l'homme et de la femme, sa conception du juste et de l'injuste, du bien et du mal, du beau et du laid, c'est elle qui doit inspirer ses institutions. La souveraineté est culturelle. Elle est, par là aussi, spirituelle. Quand vous regardez la majorité des États africains, une cinquantaine, vous vous rendrez compte qu'il leur manque toujours, peu ou prou, l'une ou l'autre, et bien ces conditions essentielles de la souveraineté. Certains n'ont pas la souveraineté de défense et de sécurité, d'autres n'ont pas la souveraineté monétaire, économique, financière, d'autres n'ont pas la souveraineté politique, c'est-à-dire le principe du choix libre des dirigeants, d'autres, enfin, et c'est un phénomène extrêmement généralisé, ne disposent pas de la pleine souveraineté culturelle, y compris, bien sûr, de la souveraineté spirituelle dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. L'Alliance a été créée pour matérialiser la souveraineté, pour passer de la souveraineté de bouche à la souveraineté en acte. Elle a donc été matérialisée pour que l'Afrique se défende elle-même par ses propres forces de défense et de sécurité, pour que l'Afrique organise son commerce dans le monde sur la base de sa propre monnaie, ses propres monnaies, pour que l'Afrique choisisse ses dirigeants dans le cadre de processus de désignation endogène, et enfin pour que l'Afrique bâtisse ses institutions sur la base de ses propres normes culturelles et non pas de la propagande de la démocratie et des droits de l'homme d'un Occident qui est champion dans l'art de les piétiner depuis qu'il exerce son hégémonie sur la planète. Voilà pourquoi l'Alliance est donc créée et elle progresse vers la Confédération le 6 juillet 2024. Pourquoi vont-ils vers la Confédération? Parce qu'ils ont compris que la souveraineté des micro-États africains est très faible face à des puissances impérialistes et néocolonialistes qui, elles, opèrent en groupe. Regardez quand la puissance française débarque à nouveau avec ses militaires dans le Sahel. Elle fait venir simultanément tous les pays de l'Union européenne. Elle fait venir les Américains. N'est-ce pas? Elle fait venir les Américains. Elle fait venir tous ses alliés. Comme dans un rituel de possession démoniaque, quand il y a un démon qui entre, il appelle ses frères. Il en appelle 7. Les 7 qui entrent en appellent 7 autres. Les 7 autres qui entrent, ça devient exponentiel. Le démon ne vient jamais seul. Il vient en colonie. Les ennuis volent en escadrille. Donc, un pays africain seul ne peut pas efficacement affronter
les néocolonialistes et les impérialistes qui, eux, viennent en groupe. Ils sont rassemblés dans l'OTAN. Ils sont rassemblés dans l'Union européenne. Ils sont rassemblés dans le FMI, rassemblés dans la Banque mondiale pour nous attaquer. Nous, Africains, nous ne pouvons pas faire face sans nous rassembler. Voilà pourquoi les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont compris la nécessité de l'alliance, la nécessité de la confédération, et ils travaillent actuellement pour aller vers la fédération. Tout ça, c'est pour faire face aux problèmes qui se posent. On passe au troisième paragraphe. Le collège des chefs d'État de la Confédération constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique portée par les aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Ça, ce troisième paragraphe nous amène plus loin dans la compréhension du rapport de force actuel. D'abord, il est question de l'idée de nouvelle posture stratégique. C'est quoi la nouvelle posture stratégique incarnée par l'AES? Elle consiste à ne pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les alliances néocolonialistes et impérialistes qui l'ont fait venir. Je recommence. Pendant très longtemps, les Africains se sont amusés à combattre le terrorisme en se faisant aider par les puissances qui ont installé le terrorisme. À partir du moment où tu as une puissance qui a créé Al-Qaïda, nous, on ne peut pas combattre Al-Qaïda avec toi sans être fou. Fou allié. Tu crées une organisation terroriste au Moyen-Orient avec laquelle maintenant on te voit faire ami-ami à Damas. Et tu viens nous dire que tu vas nous aider, nous, Africains, à la combattre en Afrique. Tu nous prends pour des cons. Et il n'y a que des Africains qui se comportent comme des cons pour accepter une telle logique. C'est quoi la nouvelle posture stratégique? La nouvelle posture stratégique consiste à ne pas combattre le terrorisme avec tous ceux qui sont complaisants envers le terrorisme. On ne peut pas s'associer aux complices des terroristes pour combattre les terroristes. Parce qu'en fait, les groupes armés terroristes que nous avons en Afrique, qui leur donne des armes? Il n'y a pas d'usine d'armes fonctionnant dans le Sahel. Qui leur donne des armes? Les armes viennent du Nord, c'est-à-dire d'Occident et du Moyen-Orient. Ça, c'est un. Oui ou non? Les armes, elles viennent d'où? Elles viennent d'Occident et du Moyen-Orient. Les armes que possèdent les terroristes. Qui leur donne l'argent? L'Alliance des États du Sahel ne dispose pas d'une banque. Qui leur donne l'argent? Les droits de tirage spéciaux sur le franc CFA. Qui possède ces droits de tirage spéciaux? Ce n'est pas l'Alliance des États du Sahel. Ce ne sont pas les pays africains. Qui leur donne l'argent? France 24 répond par un article extraordinaire du 30 juillet 2014. France 24, média officiel français, accuse la France d'être la première banquière des djihadistes au Sahel. J'ai cité la preuve dans le livre qui sort à Bamako. Sur la base d'une enquête américaine, accusant les pays européens, dont la France, de payer abondamment des rançons, parfois complaisantes, aux organisations terroristes, M. Cohen, sous-secrétaire d'État américain, a expliqué qu'en 2014, on avait identifié près de 200 millions de dollars versés aux groupes terroristes, sous couvert de libérer des otages, lesquels 200 millions de dollars permettent à ces groupes terroristes de s'approvisionner en armes, en combattants, en matériel et de nourrir la déstabilisation. Le département d'État américain avouait que ce mécanisme de paiement de rançon était un soutien indirect et inavoué au terrorisme. Et France 24 eut l'imprudence de publier un article dans lequel France 24 accuse la France d'être la première banquière des djihadistes au Sahel. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. J'ai eu mon péché mignon habituel, j'ai lu, j'ai archivé. Et quand les journalistes de RFI et de France 24 sont venus ici à la maison, je leur ai donné ça à lire. Ils m'ont dit, oh, c'est un peu pervers. Vous utilisez un peu nos propres publications contre nous-mêmes. Je leur dis non. Je n'utilise pas vos propres publications contre vous-même. Je salue les rares moments où vous avez été touchés par l'éclair de la vérité. Mais même quand ton ennemi se trompe et dit la vérité, dis-lui que c'est vrai.
Même quand ton ennemi se trompe, en voulant mentir et dit finalement la vérité, reconnais que c'est vrai. Car quand c'est vrai, c'est vrai. Même quand c'est de la bouche de l'ennemi que ça sort. Oui ou non? Donc, il faut qu'on comprenne ce que c'est que la nouvelle stratégie, la nouvelle posture stratégique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait la liste des pays qui ont contribué à détruire la Libye, à armer Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont fait la liste des pays qui, au Moyen-Orient, opèrent en bonne intelligence avec l'État islamique et Al-Qaïda. Des pays qui font ami-ami, par exemple, avec Al-Qaïda pour prendre le pouvoir après la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Ils ont fait la liste. Ils ont dit, bon, nous allons combattre les terroristes ici au Sahel, mais on va pas être aidés par ceux-ci. Parce que ceux-ci sont leurs complices. Ils sont leurs parrains. C'est ça qu'on appelle la nouvelle posture stratégique. C'est une posture basée sur la vérité. Oui ou non? Est-ce qu'on peut combattre le feu en appelant au secours des pompiers pyromanes? Des gens qui font ami-ami avec Al-Joulani. Le terroriste a 10 millions de dollars sur sa tête. Il le présente comme un démocrate maintenant à Damas. Est-ce que toi, tu peux faire confiance à ces gens pour combattre Iyad Aghali? Iyad Aghali, qu'ils ont déjà donné 10 fois pour mort dans leurs journaux et qui ressuscitent toujours vivants dans leurs propres mains. Tu peux leur faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à des gens qui ont désarmé l'armée malienne pour l'empêcher de reconquérir Kidal alors qu'elle était en position de force? Ils ont désarmé l'armée malienne. D'où la prise de conscience de celui qui était alors le colonel Assimi Goïta. Il a été désarmé par l'armée française quand l'armée malienne, à la tête d'un bataillon duquel il était, voulait monter pour régler le compte des terroristes. Il a été désarmé. Toi, tu peux faire confiance à des gens qui te désarment. Tu as une armée nationale dans ton propre pays, alors que tu es en train de combattre les pires terroristes que la Terre connaisse. Tu peux leur faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui empêche la naissance d'une force capable de combattre les terroristes, qui sabote le processus de lutte antiterroriste, qui refuse de mettre de l'argent dans la lutte antiterroriste? Il crée des trucs, Barkhane, il crée des tas de structures, il crée des alliances, etc. Mais quand on leur demande de financer, ils ne mettent rien. Tu peux faire confiance à quelqu'un de tel? Tu peux faire confiance à quelqu'un qui reste l'arme au pied dans sa base militaire pendant qu'on attaque un village à 10 km de sa position? Tu peux faire confiance à quelqu'un qui possède des radars et qui ne te renseigne pas sur les mouvements des terroristes et qui aime bien faire des reportages sur les massacres des terroristes qui se déroulent à 5 km de sa base et de ses positions? Tu peux faire confiance à une telle personne? Tu peux faire confiance à quelqu'un qui, lui, a perdu 58 soldats, certes, sur ton territoire. Mais alors que ton continent a perdu des millions de soldats sur le sien et qui passe le temps à te faire du chantage pour 58 soldats, alors que toi, ton continent a laissé des millions d'êtres humains pour le libérer, tu peux faire confiance à cette personne? Non. Tu es obligé de changer de stratégie. Tu es obligé de changer de stratégie si tu veux vivre. Tu ne peux pas t'associer aux pompiers pyromanes. L'OTAN est une alliance de pompiers pyromanes en Afrique. Écrivez ça. Et ce n'est pas qu'au Sahel que ce double jeu de l'OTAN, de Sarkozy, d'Obama et de Cameroun a été observé. Regardez ce qui se passe au Congo, République démocratique. Mais qui est derrière le Rwanda et l'Ouganda pour attaquer la RDC? C'est l'OTAN, n'est-ce pas? Qui signe des accords commerciaux avec le Rwanda pour acheter le minerai du Congo que le Rwanda pille à travers le M23? Qui signe ces accords? C'est l'Union européenne. Tout le monde sait que Kagame est l'homme de l'OTAN pour maintenir le Congo à feu et à sang, afin que jamais les Congolais ne puissent bénéficier de la prospérité de leur sous-sol. Tout le monde le sait, non? Kagame dit dans son livre, L'homme de fer, qu'avec la protection de la CIA, lui, il parvenait à sortir avec des valises de millions de dollars des États-Unis pour aller combattre au Rwanda. Il est l'un des rares types à avouer qu'il lui a été permis de sortir avec de l'argent frais, des millions de dollars. La loi américaine interdit d'entrer ou de sortir des États-Unis avec plus de 10 000 dollars cash. Lui, il écrit dans son livre que j'ai ici, L'homme de fer, que la CIA l'a autorisé à entrer et sortir avec des millions de dollars. Quand il n'était pas encore chef d'État.
Il était chef de la rébellion après la mort de Rwigema, son patron, dans les combats des années 90 au Rwanda. Les États-Unis l'autorisaient à entrer et sortir avec des valises remplies de millions de dollars, cash. Il écrit ça dans son livre, histoire de dire à tout le monde, je suis l'homme des Américains, méfiez-vous. Vous comprenez? Donc, les Africains ont tellement d'exemples. Les Africains ont tellement d'exemples de cette duplicité otanienne. On en a plein au Moyen-Orient, ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Ils ont utilisé Saddam Hussein pour combattre l'Iran. Et ensuite, ils se sont retournés contre Saddam Hussein. N'est-ce pas? Tout le monde a vu ça, non? Tout le monde a vu ça ou pas? Bon, alors, on avance. Le paragraphe dit encore, aspiration légitime à la liberté, à la paix. Alors, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés. On peut se poser la question ici, mais pourquoi l'AES appelle la République française? Emma, tu commences à me déranger, s'il te plaît. Pourquoi l'AES appelle la République française la junte française? La junte française impérialiste. Pourquoi l'AES appelle ainsi la République française? D'abord parce que les officiels de la République française ont pris l'habitude d'appeler tous les dirigeants de l'AES la junte, la junte, la junte. C'est un échange de bons procédés. C'est un retour à l'envoyeur. Ils font ça pour l'AES, alors que pour d'autres pays où les militaires ont pris le pouvoir par coup d'État, ils n'utilisent pas cette expression. Ils parlent comme ça quand ils parlent d'Assimi Goïta, quand ils parlent d'Ibrahim Traoré, ou quand ils parlent d'Abdourahmane Tiani. Mais quand ils parlent d'Oligui Nguema, ils ne disent pas la junte. Quand ils parlent de Mahamat Idriss Déby Itno, ils ne disaient pas la junte. Ça va revenir là. Maintenant qu'ils sont en bisbille avec Mahamat Idriss Déby Itno, vous allez voir, leur langage va changer. Quand ils parlent des dictatures, de fraudeurs aux élections, de truqueurs d'élections, de violeurs de constitution qu'ils ont soutenus, depuis des décennies, ils n'utilisent pas des expressions infamantes. Ils ont choisi d'utiliser l'expression la junte, la junte, la junte, pour, en quelque sorte, mépriser, pour diaboliser, pour discréditer les États, les révolutions panafricanistes du Sahel. N'est-ce pas? Donc, d'abord, ça, c'est un retour à l'envoyeur. Ça s'appelle « tu tapes, je rends ». Mais cette expression de junte, elle renvoie aussi au fait que les Africains savent comment est née la 5e République française. Parce que quand vous vous empressez d'utiliser des concepts infamants pour décrire les processus historiques des autres peuples, n'oubliez pas qu'on connaît votre histoire. Comment est née la 5e République française? Elle est née de la rébellion du général de Gaulle, qui était un militaire et un ministre du régime de Pétain, qui s'est enfui à Londres, avec l'aide des Américains et plus tard, avec la mobilisation des colonies françaises d'Afrique. Il va monter une armée rebelle qui va renverser le régime de Vichy et qui va prendre le pouvoir par un coup d'État militaire. Et c'est le général de Gaulle, c'est lui qui va créer, en 1958, la 5e République. Donc la 5e République, là, dans laquelle nous sommes actuellement en France, elle est née d'une junte. Les généraux ont dirigé ce pays de 1945, pratiquement au retour de la 4e République, et puis en 1958, de Gaulle est revenu au pouvoir. Donc les Africains rappellent aux élites françaises qui utilisent des concepts infamants pour parler d'eux, que leur 5e République, que notre 5e République ici en France, elle est née d'une junte. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle l'expression est utilisée. Mais la troisième raison pour laquelle l'expression junte impérialiste, junte française impérialiste est utilisée, elle est dans le mot impérialiste. Les Africains du Sahel utilisent l'expression junte pour l'appliquer à la France en raison de son comportement envers les pays qui revendiquent leur souveraineté. La ligne politique française consiste à tout faire pour rétablir des dominations là où les peuples demandent l'émancipation. Donc, du point de vue des Africains, le comportement de la puissance française est celui d'une junte. C'est-à-dire de gens qui veulent s'imposer aux Africains par la force. On vous demande pacifiquement de retirer vos bases. On vous demande de supprimer votre monnaie. On vous demande de cesser de vous ingérer dans la désignation de nos dirigeants. On vous demande de cesser de traquer
ceux qui aspirent à la renaissance culturelle de notre continent. C'est ce qu'on vous demande. Vous vous dites non. On va se débrouiller pour maintenir des militaires en Afrique, y compris sous forme de mercenaires en civil. Vous dites non. On va inventer un nouveau franc CFA caché sous le mot éco. Mais on va continuer à contrôler les économies africaines à travers l'éco. Vous dites non. On va faire de l'influence douce. On va, sous couvert de la propagande démocratique des droits de l'homme, essayer d'imposer et de financer les campagnes de nos valets à la tête des pays africains. Vous dites non. À travers la francophonie, on va continuer à surveiller les idées, à promouvoir les Africains soumis, les Africains sans colonne vertébrale. On va fabriquer toutes sortes de prix pour flatter les vieux nègres qui ont eu leur médaille, pour reprendre la métaphore de Ferdinand Oyono. Bref, en fait, c'est parce que l'élite politique de gouvernement, aujourd'hui en France, refuse de reconnaître la légitimité des aspirations souverainistes africaines que les Africains renvoient le concept de junte à l'élite politique française. Voilà la signification. 3 significations, vous avez bien entendu. 1. Retour à l'envoyeur. Vous utilisez ce mot contre les pays africains, ils vous le rendent. Et la vie continue. 2. Aux origines même de votre 5e République, il y avait une junte. C'est un fait historique. 3. Votre pratique politique en Afrique, actuellement, est une pratique de négation des aspirations souverainistes, légitimes des peuples africains. Par conséquent, pour les Africains, vous êtes une junte. Et je suis bien placé, moi qui subis depuis 2021 la dictature de M. Macron, pour savoir qu'en effet, nous ne sommes plus ici, encore faut-il que nous l'ayons été, dans une authentique démocratie. Moi, je le sais. Rien que mon histoire à moi tout seul, avec le régime de M. Macron, me suffit à l'établir. Donc, quels sont les intérêts qui sont menacés? Quels sont les intérêts français qui sont menacés en Afrique? Mais pour savoir que les intérêts français sont menacés en Afrique, il suffit de s'en référer à quelqu'un qui a dirigé l'État français par 2 fois et qui va nous dire d'où vient la richesse de la France contemporaine. On va donner la parole à l'ancien président français, Jacques Chirac. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que nous avons en France? Monsieur Chirac, allez-y. On oublie seulement une chose, oui, c'est qu'une grande partie de l'argent oui, qui est dans notre porte-monnaie oui, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Okay. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, très bien, de bon sens, oui, de justice, très bien, pour rendre aux Africains, oui, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que tout à fait. C'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Alors, j'approuve parfaitement monsieur Chirac. Je l'approuve complètement. Hein? Ce qu'il dit coule de source. Ce que dit monsieur Chirac coule de source, n'est-ce pas? On va bloquer 2 ou 3 individus qui bénéficient de nos lumières sans gratitude sur la page TikTok. On les bloque. OK? Qui d'autre parle mal là? On bloque ces individus. Ouais. Cœur blanc, j'ai bien vu qu'il y a des trolls. On va dégager les quelques trolls. Modération, soyez beaucoup plus actifs sur les trolls. Soyez actifs sur les trolls. Miko, sois vigilant sur les trolls. Les gens qui disent des bêtises et qui sont plus bêtes que leurs pieds. Il faut les bloquer. Alors, quoi, Fabien 18. Ah bon, ouais, c'est fait, on va le bloquer. Fabien 18. Allez au diable. Voilà, c'est fait. Qui d'autre? Qui d'autre trouble la classe? Qui trouble la classe là, de l'Afrique des libertés? Ah, il y a Ramatou Manan. Il
il y a un certain Ramatoumanan qui fait du bruit dans la classe, là. Attendez qu'on le trouve. Ah, Ramatoumanan, au revoir. Au revoir, Ramatoumanan. Alors, qui d'autre? On est à l'ère du bloquetto. Qui d'autre? Voilà, voilà, ça va, ça respire un peu. Ça respire un peu. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une émission noble, etc. Très bien. Très bien. Très bien. OK. On peut avancer un peu. Il y a un certain Marcus qui trouble la classe ici. Marcus, présentez-vous. On vous envoie au diable vos verres. Montrez-vous ici. Venez, Marcus. Voilà, Marcus. Allez vous faire voir ailleurs. Au revoir. Très bien. Très bien. Qui d'autre? Amadou Sek. Voilà encore Amadou Sek est un individu au cerveau asséché. Voilà, on l'a viré. Qui d'autre? On va chercher le fameux Marcus, si ce n'est pas fait. Excusez-moi, mes amis, je fais un peu de propreté sur les pages. Il ne faut pas déranger mes augustes. Faut pas déranger mes augustes auditeurs. Voilà. Très bien. Tout est propre. Tout est propre. Alors, donc, je continue l'analyse du texte. J'étais au 3e paragraphe. Donc, c'est parce que la prospérité de la France est conditionnée par l'exploitation de l'Afrique qu'il faut tout faire, côté français, côté élite politique française, j'entends. Il faut tout faire pour renverser Assimi Goïta, renverser Ibrahim Traoré, renverser Abdourahmane Tiani pour reprendre le pillage là où il s'était arrêté. On veut avoir la même mise sur l'uranium, comme on l'a depuis très longtemps, la même mise sur l'or, la même mise sur le manganèse, la même mise sur le coltan, la même mise sur le diamant, la même mise sur le pétrole, la même mise sur le gaz, parce que c'est la condition de la puissance. Au lieu d'engager depuis très longtemps avec les Africains un dialogue de justice, de vérité, de réparation, un dialogue de réconciliation, on veut les obliger à accepter d'être pillés ad vitam aeternam. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on fait cela. OK, on avance. M. Chirac nous a dit d'où vient la fortune de la France. Il a été président 2 fois en France. Je ne connais pas quelqu'un qui ait plus d'autorité que lui pour reconnaître ce fait. Et ce ne sont pas les coffres forts de la Banque de France qui me démentiront, eux qui détiennent encore aujourd'hui une bonne partie des devises africaines et des réserves d'or prises en Afrique. Ce ne sont pas les villes de Nantes, de Bordeaux, construites avec le sang des esclaves noirs, comme beaucoup d'autres grandes œuvres que nous avons aujourd'hui en France, qui démentiront la conscience historique. La puissance française doit à l'Afrique son existence comme puissance. C'est une vérité scientifique. N'y voyez pas une affirmation haineuse. Non, c'est un fait. Et c'est ce que M. Chirac reconnaît. Vous qui ne le reconnaissez pas, dites-nous de quelle autorité vous jouissez pour aborder ce sujet et de quelle connaissance vous prévalez. Nous voyons les bases militaires françaises en Afrique autour des matières premières africaines qui sont pompées depuis plusieurs siècles. Nous voyons la monnaie néocoloniale du CFA qui maintient artificiellement plusieurs pays dans la misère depuis 1945. Nous voyons plus de 100 coups d'État organisés par les services français avec des dizaines de leaders africains éliminés, avec des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, n'est-ce pas, des déportations, des exterminations qui ont été perpétrées et qui ne sont toujours pas jugées. Nous avons toute la documentation de la relation. Vous parlez en vous autorisant de quoi? En vous autorisant d'une menace, d'une intimidation que vous faites aux Africains qui disent la vérité. Taisez-vous, sinon on va vous punir. Ça ne passe plus. Vous n'avez pas compris? Ça ne passe plus. Nous ne nous tairons pas parce que nous avons peur que vous nous punissiez. Faites tout ce que vous voulez. Vous perdrez l'Afrique. Et
Si vous avez construit la puissance française sur le modèle de l'exploitation de l'Afrique, elle s'effondrera par votre faute. Parce que vous n'avez pas fait preuve de suffisamment d'intelligence, d'anticipation et de modestie. C'est cela qui est dit dans le 3e paragraphe. On passe au 4e paragraphe. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision. Alors non, 4e paragraphe. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Voilà. Analysons le 4e paragraphe. Il y a une information fondamentale. Pourquoi, alors que la CEDEAO avait bien reçu le message 5 sur 5 de l'AES, en tout cas le message du Mali, du Burkina et du Niger, qui lui ont dit le 28 janvier 2024, nous nous retirons avec effet immédiat, c'est-à-dire nous ne respectons pas la clause du délai d'1 an, parce que vous n'avez pas respecté les textes. Aucun texte ne vous autorisait à déclarer la guerre contre le Niger. Aucun texte ne vous autorisait à mettre en place des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines contre le Mali, le Burkina et même la Guinée-Conakry. Aucun texte ne vous autorisait. À partir du moment où vous n'avez plus respecté les textes, nous n'avons plus un seul texte de la CEDEAO à respecter. Nous ne sommes plus de la CEDEAO. On n'est même pas engagé par vos délais. Ce message vous avait été donné clairement en janvier 2024. Alors, pourquoi tout d'un coup la CEDEAO fait-elle comme si elle n'avait pas compris? Pourquoi fait-elle comme si on a utilisé un français compliqué pour elle? Pourquoi s'autorise-t-elle à, soi-disant, proroger de 6 mois un retrait qui a été acté depuis janvier 2024, avec effet immédiat? Pourquoi refuse-t-elle cela? La raison est qu'elle veut se donner du temps pour déstabiliser l'AES. Parce que vouloir ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO contre leur volonté, c'est quoi? C'est vouloir les forcer. Et vouloir les forcer, c'est donc vouloir utiliser la violence pour les ramener dans la CEDEAO. Je recommence. Les pays de l'AES ont dit, voici notre volonté. Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Ça, c'est leur volonté. Or, la CEDEAO dit, nous allons nous donner 6 mois pour vous ramener. Or, les pays de l'AES ont bien dit, n'essayez pas de nous ramener. Nous avons dit non. Mais la CEDEAO dit, nous allons vous ramener. Mais si c'est contre notre volonté que vous comptez nous ramener, cela veut dire que vous allez utiliser la force. Il faut que vous compreniez le raisonnement de l'AES. C'est un raisonnement logique. Si je te dis que j'ai librement décidé de te quitter et que toi tu maintiennes que tu vas me ramener dans la relation, je comprends par là que tu vas utiliser la force. Parce que ma volonté, elle t'est refusée. Si ma volonté t'est refusée et que tu persistes à vouloir me maintenir avec toi, c'est parce que tu comptes sur la force. Donc l'AES a mathématiquement et logiquement compris que le refus de respecter sa volonté est en réalité l'affirmation du désir de la forcer. Le Mali, le Burkina, le Niger ont compris que la persistance de la CEDEAO à dire non, vous allez revenir, non, vous allez revenir, non, on va vous faire revenir, signifie nous allons vous y forcer. Et je me permets de rappeler ici une déclaration qui a été faite par l'actuel ministre de la Défense du Sénégal à l'occasion de la sortie d'une promotion militaire où il représentait le Premier ministre Ousmane Sonko, le général, Diop, a dit publiquement que tous les moyens vont être déployés pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Son expression indiquait très clairement que l'usage de la force serait envisagé pour contraindre la volonté de ces pays qui avaient librement décidé de se retirer. Biram Diop, ministre sénégalais de la Défense, avait déjà lâché le mot. Et j'étais venu ici vous dire, attention, le véritable homme fort de Dakar, ce n'est pas Sonko. Le véritable homme fort de Dakar, ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye, c'est Biram Diop. Parce que lui, il est capable d'afficher ouvertement la volonté d'user de la force pour imposer à l'AES de revenir dans la CEDEAO. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà comment l'AES
en analysant le comportement, en analysant donc le comportement de la CEDEAO, a compris qu'il s'agissait de préparatifs d'agression, de préparatifs d'attaque contre elle. Vous comprenez? Voilà la vérité de cette affaire. Et on avance. Paragraphe 5. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Donc en fait, alors même qu'on leur a dit on ne veut pas, ils continuent à dire non, vous allez vouloir, mais c'est une tentative de viol, ça. C'est du viol politique. C'est interdit dans les relations humaines. Quand vous êtes en couple et que l'une des parties du couple refuse qu'on la touche, j'espère que vous savez que même dans le mariage, si un homme force sa femme à avoir contre sa volonté des rapports sexuels, c'est un viol. Les rapports sexuels, même entre les époux, doivent être mutuellement consentants. L'une doit se donner à l'un et l'un doit se donner à l'une. L'un et l'une et l'autre doivent se donner pour qu'il y ait justement une relation sexuelle légitime. Et c'est valable en politique. On ne peut pas être dans la CEDEAO contre notre propre volonté. Là, on n'est plus dans une relation politique normale, on est dans une relation politique asymétrique, anormale, une relation de viol politique. La CEDEAO est une organisation de violeurs politiques. C'est ce qu'ils sont. Et voilà pourquoi, en fait, ils sont sous le contrôle des néocolonialistes et des impérialistes, qui sont des violeurs attitrés du droit international, du droit des peuples, du droit des gens. Et cela depuis des siècles. Tout le monde sait les barbaries qu'ils ont perpétrées, de la traite négrière au génocide du XXe siècle et du début du XXIe. Vous avez bien vu ce qui est arrivé au peuple palestinien, au point que même la CPI en soit venue à lancer un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre d'Israël, Bibi Netanyahou. Vous avez bien vu, ils ont tué plus de 50 000 Palestiniens sous les yeux du monde entier. Il y a un livre qui vient d'être sorti, là, le livre noir. Eh bien, le livre noir du génocide palestinien. Je vous invite à lire ce livre et à voir comment les soi-disant grandes puissances démocratiques, droits de l'homiste, etc., se sont comportés pendant qu'Israël massacrait et continue d'ailleurs à massacrer le peuple palestinien. Il y a eu plus de 500 bombardements contre la Syrie depuis que Bachar el-Assad est tombé. On disait que Bachar el-Assad était le problème. Il quitte Damas, il quitte le pouvoir. Là, on bombarde encore plus la Syrie. Vous avez vu tout ça sur le tableau blanc de l'école de géopolitique internationale qu'est la crise syrienne. Alors, revenons ici au texte. La prorogation n'est rien d'autre qu'une lucarne que se donnent les dirigeants de la CEDEAO pour pouvoir faire ce que Biram Diop a dit. Forcer le Mali, le Burkina et le Niger à être membres de la CEDEAO. Forcer. Trouver tous les moyens possibles pour les ramener. Et je vous rappelle que, une fois de plus, qui a été désigné pour mener à bien cette mission? Qui a été envoyé comme mouton du sacrifice dans cette affaire? Le chef des aventuriers ambigus de Dakar, comme je l'appelle à juste titre, Bassirou Diomaye Faye. Son ministre de la Défense dit: nous allons trouver tous les moyens pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Et lui, il est chargé par la CEDEAO de gérer le fameux délai de 6 mois. C'est-à-dire, en fait, de patronner, d'être le lieu d'organisation de la déstabilisation du territoire de l'Alliance des États du Sahel. Puisque le Mali, le Burkina et le Niger vous ont clairement dit qu'ils ne veulent pas de la CEDEAO. Et que c'est sans retour. La CEDEAO peut crever, c'est son problème à elle. Le Mali, le Burkina et le Niger n'y reviendront plus. Voilà ce qui vous a été dit. Donc la seule chance que le Mali, le Burkina et le Niger soient ramenés, en effet, dans la CEDEAO, c'est que ces pays ne soient plus dirigés par les présidents Assimi Goïta, l'élite panafricaniste révolutionnaire du Mali, Ibrahim Traoré, donc l'élite panafricaniste révolutionnaire du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani, donc l'élite panafricaniste révolutionnaire du Niger. Il faut donc couper ces têtes-là, comme on le faisait au bon temps des colonies, pour rétablir des nègres de maison qui vont faire les 4 volontés du néocolonialisme et de l'impérialisme. Tout le monde a compris.
C'est ce que les dirigeants nous expliquent là. La conférence des chefs d'État nous explique clairement. On passe au paragraphe 6. Le collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée. Elles sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. Quelle est la poignée en question? Ici, les chefs d'État de l'AES nous donnent un renseignement important. Ils distinguent deux catégories de chefs d'État à l'intérieur de la CEDEAO. Ceux qui sont zélés pour appliquer les instructions du néocolonialisme français et de l'impérialisme otanien, et ceux qui sont modérés, moins zélés. C'est une manière, là, de distinguer, par exemple, le Togo de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Bénin de Talon ou du Nigeria de Tinubu. Ils sont très chauds dans tout ce qui est de nature à nuire à l'AES, n'est-ce pas? Les dirigeants de l'AES essayent de montrer qu'ils ont tout à fait conscience qu'il n'y a pas une entente parfaite entre tous les dirigeants de la CEDEAO. Le Togo, par exemple, ne s'est pas comporté envers la CEDEAO comme se comporte la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Bénin de Talon ou le Nigeria de Tinubu. Certes, il était très offensif au départ, Umaro Sissoko Embalo, mais on l'entend moins. Quant aux dirigeants du Libéria et de la Gambie, on les entend vraiment très peu. Leur voix ne perce pas dans cette affaire. Il y a la Guinée-Conakry, dont l'attitude n'est pas la même que celle de la Côte d'Ivoire de Ouattara, celle du Bénin de Talon ou celle du Nigeria de Tinubu. Donc, la Confédération des chefs d'État de l'AES nous dit déjà, la CEDEAO même que vous voyez là, elle est divisée. Nous, on est partis de la CEDEAO. Mais ce qui reste de la CEDEAO là, c'est un monstre en miettes. Ils ne sont pas d'accord entre eux-mêmes. Et nous savons que tous les chefs d'État ne sont pas dans la même disposition d'esprit que Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Tout le monde n'est pas avec Tinubu, le grand valet de l'OTAN, Tinubu, qui vient recevoir ses ordres au sommet de la néocolonie et qui, ayant sa main dans la bouche des Américains, puisqu'il est trempé dans des affaires de faux diplômes et de drogue chez eux, fait leurs 4 volontés. Tout le monde n'est pas dans la même situation qu'Alassane Draman Ouattara, un dirigeant profondément illégitime et qui a maille à partir avec un peuple qui souffre le martyre sous lui depuis 1989. Vous comprenez? Tout le monde, eh bien, n'est pas dans la situation, par exemple, de Patrice Talon, qui a amené l'armée rwandaise pour assurer sa sécurité, parce qu'il a peur du peuple béninois et de l'armée béninoise. Et par conséquent, qui est en danger. Et qui est un danger pour la paix. Oh, qui est un danger pour la paix. Oh. Qui est un danger pour la paix. Oui, Vincent M. Je vais vous donner la possibilité d'aller vous faire voir ailleurs. Très bien. C'est fait. Au revoir, Vincent M. Allez vous voter chez le diable Vauvert, chez qui vous avez votre place. Donnez-moi les noms des troubleurs. Qui trouble encore une classe là? Côté TikTok, mes amis, encore un tour de partage de cette émission. Apparemment, ça leur fait mal. L'eau bénite du serviteur d'Afrique des libertés est en train de provoquer des convulsions chez les diablotins de la France-Afrique. Ils se contorsionnent. Ils sont en train de... Quand je parle, c'est comme le prêtre exorciste verse l'eau bénite. C'est comme les grands prêtres noirs de Madian en train d'enseigner le chemin de la Mahat à Moïse. Quand je parle, ça pisse dans les frocs, dans toutes les colonnes de la France-Afrique. C'est grave, hein? Tu connaîtras pourtant la vérité et la vérité t'affranchira. Tout ce que je dis là est prouvé. Ouattara Draman est une pure création du néocolonialisme français. Il l'a dit lui-même. Je ne dois rien à personne, sauf à la France. Il l'a dit. Donc lui, c'est vraiment le valet suprême du néocolonialisme français dans la zone. Et puis, il est arrivé en Côte d'Ivoire avec un grand mensonge. J'ai gouverné plus de 250 pays. Oui, chou. Presque 300 pays, chou. C'est un agent du surendettement de l'Afrique.
Pour lui, faire de l'économie, c'est emprunter l'argent au FMI, à la Banque mondiale, et faire rembourser des générations futures, pendant que lui, il sera mort. C'est un doctus cum libro. C'est un économiste superficiel, un simple banquier de comptoir. Tout son problème, c'est la ristourne, c'est la rétrocommission. Tout son problème, c'est l'accaparement du système économique. Pour le reste, il organise des chantiers superficiels, des chantiers de façade, qui sont en réalité des pompes à sous. Il ruine le peuple ivoirien. Et c'est lui qui est le serviteur attitré du CFA. Non, 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 c'est une monnaie qui garantit la stabilité. Ah non, 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 j'ai toujours été partisan du franc CFA. Je sais de quoi je parle. Hein. Quand j'étais à la Banque centrale. Tu étais à quelle banque centrale? Un simple exécutant de la Banque centrale française, oui. Quelle banque centrale? Est-ce que tu étais au siège à Paris? Tu as gouverné la Banque centrale française à Paris? Un fondé de pouvoir de la Banque centrale française, il vient passer devant les Africains pour quelqu'un qui avait du pouvoir. Quel pouvoir tu avais? Tu pouvais créer de la monnaie? Tout le temps que tu as été à la BCAO, tu as fait quoi? Et au FMI, ils sont là pour vendre l'argent occidental et surendetter toute la planète afin de siphonner les matières premières du monde entier. Et ils viennent dire aux gens qu'ils font de la grande économie. Quelle grande économie? Quel pays du monde a été redressé par le FMI depuis que le FMI existe? Quel pays au monde a été redressé par le FMI et la Banque mondiale? Voilà le Ghana que Nana Akufo-Addo a conduit à la faillite, alias Maguaya, le meilleur buteur contre son camp. Quel pays du monde a été développé par le FMI? Aucun. Aucun. Le principe du FMI, c'est de s'enrichir sur le dos du monde. C'est le principe de la Banque mondiale. S'enrichir sur le dos du monde. Surendetter le monde. Même le vieux dictateur de mon pays natal, le Cameroun, Paul Biya, a eu le courage de dire qu'on ne peut pas se développer avec vos crédits qui sont donnés à des taux prohibitifs. Qu'est-ce que ça veut dire taux prohibitif dans la bouche du vieux dictateur camerounais? Ça veut dire, vous nous donnez des crédits qu'on ne pourra jamais rembourser. Des crédits qui sont faits pour nous surendetter à jamais, de telle façon qu'on soit toujours accroché à votre pantalon, en train de dire, s'il vous plaît, ajoutez-nous une rallonge, s'il vous plaît, donnez-nous une initiative, s'il vous plaît, classez-nous pays pauvres très endettés, comme ça on va bénéficier d'une ardoise nouvelle, s'il vous plaît. C'est une grande arnaque, les soi-disant institutions financières de Bretton Woods. C'est une grande arnaque organisée par l'Occident pour pallier à son manque de matières premières. À travers le surendettement du Sud global, ils pallient à leur manque de matières premières à travers ce surendettement qui leur permet de recevoir ces matières premières gratuitement. Voilà l'arnaque de la dette. La dette est faite pour pomper les ressources des pays les plus riches du monde. Et qui sont au Sud? L'Afrique. Plus on surendette un pays africain, plus on fait en quelque sorte une OPA sur ses ressources naturelles. En fait, plus un pays africain se surendette, plus le FMI et la Banque mondiale pourront ramasser son or, son manganèse, son uranium, son pétrole, son gaz, cadeau, vont partir avec. Puisqu'on lui demande de donner ça en garantie. Biya a eu l'outrecuidance de le dire dans un français compliqué pour ne pas fâcher trop ses maîtres. Lui, le vieux vassal du Cameroun, imposé à la tête du Cameroun par le même néocolonialisme. Donc, de quoi parlez-vous? On sait pourquoi la CEDEAO veut artificiellement maintenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, soi-disant dans les rangs dans ses rangs. Paragraphe suivant. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Oh, qu'est-ce que c'est bien écrit. Ce paragraphe nous dit que la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest est une condition pour la domination néocolonialiste française et l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Ils ont besoin d'une Afrique de l'Ouest faible pour pouvoir imposer des termes d'échange économique en leur faveur, des termes d'échange diplomatique en leur faveur, un rapport de force géopolitique et géostratégique en leur faveur. C'est en divisant que l'impérialisme et le néocolonialisme règnent. Voilà ce que nous dit ce paragraphe. Mais qui est le maître aux abois? C'est l'Occident en général et c'est la France en particulier qui est en crise financière. Je rappelle que la France
en ce 23 décembre 2024, ne possède pas de budget. Elle n'a pas de budget. La France a vu sa note financière internationale abaissée par l'organe d'évaluation Moody's. Elle n'est plus crédible pour emprunter comme elle l'était dans le passé, dans le marché financier international. La France est confrontée à une crise de la dépense publique qui s'est traduite par son incapacité à protéger le peuple de Mayotte contre un petit cyclone de passage. Vous avez vu l'impuissance de la France dans les cris des Mahorais qui n'avaient pas d'eau à boire. Vous avez compris que elle n'est même plus capable de protéger ses populations, la puissance. Elle est en train de s'effondrer. La crise de Mayotte l'a montré. La crise de Mayotte le montre. Et la faiblesse de la voix de la France dans le jeu politique international a été bien décrite par Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, qui a demandé à M. Macron de démissionner. Tout comme la France insoumise lui demande de démissionner. Donc, quand les États de l'AES disent que le maître est aux abois, ils parlent de la France, qui s'effondre tous les jours davantage, qui glisse littéralement au fond des abîmes, sur le plan diplomatique, sur le plan économique et financier, sur le plan politique. La division n'a jamais été à ce point. Ce soir même, la France pourrait dormir encore sans gouvernement. Et le gouvernement Bayrou qui arrive se prépare à subir une vigoureuse censure. La demande de démission de M. Macron va devenir le thème principal de l'année politique 2025. Il sera appelé à démissionner par presque tous les partis politiques, y compris par les forces vives de la nation française. Je l'ai déjà annoncé plusieurs fois. J'avais annoncé la censure du gouvernement Barnier. J'annonce la censure du gouvernement Bayrou et je vous dis que 2025, c'est l'année de la démission de M. Macron. Il n'y a rien d'autre. C'est une élection présidentielle anticipée qui s'annonce là pour la France en 2025. Et c'est ce maître-là que Ouattara Draman, Tinubu Adebola, Talon Patrice et ceux qui les suivent encore en Afrique de l'Ouest essayent de sauver. Bassirou Diomaye Faye, Sonko Ousmane. Oui, c'est le maître aux abois. C'est de lui qu'il est question. Paragraphe suivant. Ainsi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la jeune Française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. Astaghfirullah. Ça, c'est un paragraphe fort. L'AES a compris le passage du précaré à la zone d'influence, de la zone d'influence au dispositif socle. Je recommence. La France a appelé son dispositif militaire africain des noms suivants. Précaré. Tous les 15 pays, anciennes colonies africaines de la France, globalement, étaient encerclés par ces bases militaires dans un carré long. Et on appelait tout cela le précaré de la France. Quand les Africains se sont mis à protester et le monde entier s'est mis à dire c'est quand même trop, il faut que cette décolonisation ait lieu, ils ont changé d'expression. Ils se sont mis à dire c'est la zone d'influence de la France. Ça aussi, on a dit attention, ce mythe de la France, gendarme de l'Afrique, ça ne passe plus, c'est pas tolérable. Là, ils ont changé de langage avec Bockel. Ils appellent leur présence militaire en Afrique le dispositif socle. Dispositif. Or, l'AES dit que toutes ces expressions-là ne vont pas cacher le fait que l'élite politique française n'a pas renoncé au problème fondamental que l'Afrique veut résoudre. L'Afrique ne veut pas d'une présence militaire française en Afrique. Que celle-ci soit visible ou invisible. Or, les autorités françaises actuelles, le président Macron et ses compagnons, sont en train de réaménager le dispositif pour maintenir la présence militaire française en Afrique, mais sous une forme invisible, à travers les compagnies militaires de sécurité, à travers les compagnies donc de mercenaires. L'AES dit qu'elle le sait. Qu'elle sait que pendant que le retrait de l'armée française lui est imposé progressivement par tous les pays, parce que sa présence est une honte qui rappelle le temps négrier, le temps colonial, le temps néocolonial qui doivent être démantelés, l'AES affirme en plein jour qu'elle sait que les stratèges français sont en train de reconvertir leurs troupes en troupes invisibles, mais encore plus présentes, encore plus redoutables, par leur invisibilité. Et qu'il va falloir veiller sur cette reconversion des troupes visibles en troupes invisibles. Parce que les Africains
ne veulent tout simplement plus de la présence militaire française sur leur sol. Peut-être qu'il faudrait que M. Bassirou Diomaye Faye rappelle l'argument phare que votre serviteur avait élaboré à ce sujet. Monsieur Faye, est-ce que vous êtes là? Dans votre dernière tentative de sortir de l'aventure ambiguë, vous avez expliqué, eh bien, pourquoi ça ne serait pas possible. Entre la France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Ouais. Bassirou Diomaye Faye avait promis, en étant élu, de rétablir la souveraineté de son pays. Ouais. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel... Bon, je m'arrête là. C'est Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui le dit. Mais le message de l'Afrique est encore plus profond. L'Afrique ne veut plus de présence militaire française. Parce que la France n'accepterait pas une présence militaire africaine sur son sol. N'est-ce pas? Mais l'Afrique ne veut même pas une présence militaire discrète. Une présence militaire invisible. Ça, c'est le message de l'AES. Bassirou ne va pas jusqu'à dire « Nous ne voulons même pas de vos compagnies militaires de sécurité. Nous ne voulons même pas de vos mercenaires en civil. Nous ne voulons pas d'armée secrète, d'armée cachée. Ce sera considéré comme de l'espionnage et s'ils sont arrêtés, ils seront frappés avec rigueur par les lois de notre pays. » Bassirou, qui est incapable même de donner un délai de départ aux troupes françaises et américaines au Sénégal, n'est pas allé jusque-là. C'est pour cela que nous l'avons appelé, du nom du grand personnage du roman, de Cheikh Hamidou Kane, l'aventurier ambigu. Bassirou joue encore à Samba Diallo, avec le cul entre deux chaises. D'un côté, un certain panafricanisme, et de l'autre, eh bien, un certain néocolonialisme. N'est-ce pas? C'est pas encore clair. Pourquoi Bassirou le fait-il? Mais parce que il n'est pas le véritable homme fort de Dakar. Je vous ai expliqué son cas. Il y a derrière lui le général Biram Diop, qui lui dit, je vais ramener de force, de gré ou de force, je vais ramener. En fait, je vais tout faire, hein? Il dit, je vais tout faire pour ramener les pays de la CEDEAO. Je vous mettrai sa déclaration, hein, pour être fidèle à ces termes exacts. Nous devons tout faire pour ramener, eh bien, le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. La vraie doctrine qui dirige encore le Sénégal, c'est la doctrine, en fait, néocolonialiste. Bassirou, qui sait qu'il est arrivé au pouvoir grâce au souffle du panafricanisme que Sonko et lui ont su épouser, tactiquement et stratégiquement, il est littéralement en difficulté. Puisque d'un côté, il a garanti à ses interlocuteurs français qu'ils n'ont pas un délai, qu'ils ne sont pas obligés de partir tout de suite. Ils peuvent partir dans 20 ans, dans 30 ou dans 40, mais ils doivent quand même partir. Hein? Bassirou espérait ainsi faire baisser la pression de la rue sénégalaise. Parce que le peuple sénégalais, lui, il ne veut plus de base militaire française, visible ou invisible, sur son sol. Il ne veut plus de base militaire américaine, visible ou invisible sur son sol. D'autant plus que le peuple sénégalais sait que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye et qui a déstabilisé le Sahel. Le peuple sénégalais est solidaire du peuple malien, solidaire du peuple burkinabé et du peuple du Niger. Il n'est pas d'accord avec l'ambiguïté de ses dirigeants. Ça, les positions du peuple sénégalais sont connues. Quand il était dans les rues contre le régime de Macky Sall, le peuple sénégalais a clairement énoncé ce message. Bassirou Diomaye Faye ne pourra pas continuellement contourner le pot. D'accord? Alors, je reviens à la déclaration. Prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais pourtant la même velléité néocoloniale. Vous avez compris ce paragraphe? On passe au paragraphe suivant. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad. Oula! Je vais prendre ici information par information. La vérité se donne ici morceau par morceau. Pour reprendre la métaphore, eh bien, du Premier ministre Avachid Ouattara Draman, Mambé Bekré. Prenons ce paragraphe-là morceau par morceau, parce que pour comprendre le paragraphe que je commente maintenant, il faut imaginer la carte du Sahel. Il faut imaginer une carte du Sahel. Et dans votre tête, déplacez progressivement, placez des pions aux endroits que je vais dire. Dans votre tête. Vous connaissez à peu près la carte du Sahel. Écoutez.
des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad. Le lac Tchad, c'est un lac qui est en partage entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Il vous souvient que c'est là-bas que l'armée tchadienne a subi une attaque terroriste sévère où des centaines de ses soldats ont été tués, déclenchant l'opération Haskanit. L'Alliance des États du Sahel accuse la France d'avoir aidé le regroupement de terroristes qui a attaqué le Tchad. C'est ça que ça veut dire. Et ceci éclaire quelque part la décision de Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal, président du Tchad. Vous voyez comment le document qui a été sorti hier là est riche. On dit regroupement de terroristes au lac Tchad. Nous savons ce qui s'est passé au lac Tchad l'autre jour. Et l'une des raisons pour lesquelles Mahamat Idriss Déby Itno demande à l'armée française de partir, c'est qu'elle ne l'a pas aidé à combattre quand ces hommes ont été tués. Et il l'a dit dans son discours. Mahamat Idriss Déby Itno a dit dans son discours que la présence de la force française sur son sol est obsolète parce qu'elle n'est pas utile dans le combat contre le terrorisme. Et vous voyez comment les données se mettent ensemble pour éclairer l'opinion. Bassin du lac Tchad. Là, vous êtes déjà dans une zone intermédiaire entre le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Accusation. Qui arme les terroristes du bassin du lac Tchad? Selon la conférence des chefs d'État de l'AES, c'est la puissance française. Vous avez entendu? Ok, on continue. Dans le Sahel, donc dans toute la bande sahélienne, là on va prendre de Djibouti jusqu'à Dakar. Et dans certaines zones frontalières, à savoir, alors voyez maintenant les principaux regroupements. J'espère que vous notez. On a lac Tchad. Ensuite, on a toute la bande sahélienne. Maintenant, on a des lieux où sont observés des regroupements particuliers. Frontière entre le Niger et le Nigeria. Vous comprenez pourquoi le Niger a convoqué l'ambassadeur du Nigeria au Niger pour lui dire, nous observons ce que vous êtes en train de faire avec des puissances hostiles à notre frontière commune. Niger-Bénin, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que c'est pour cela que la frontière est restée fermée entre le Niger et le Bénin, puisque le Niger a dénoncé le fait que le Bénin servait de base arrière, non seulement à des groupes terroristes, mais aux troupes étrangères, aux troupes françaises. On continue. Bénin-Burkina. Ah, c'est intéressant. Des renseignements indiquent déjà que, à la frontière entre le Bénin et le Burkina, et notamment du côté béninois, des activités hostiles se préparent. Vous voyez comment la carte évolue? Vous voyez comment la carte évolue? Si on ajoute à cela les informations qui ont été données par l'agence Reuters, et je complète la carte, entre le Ghana et le Burkina, entre le Ghana et le Mali, le Ghana et le Niger, en tout cas, on sait que le Ghana, le nord du Ghana, est une base arrière des organisations terroristes, grâce à une enquête de Reuters. Continuez à placer des choses sur la carte. Vous vous souvenez des tensions qui existent toujours entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et vous avez vu plusieurs reportages où on voit des terroristes se cacher en Côte d'Ivoire, tranquillement, traverser la frontière pour être en sécurité. Vous avez vu cela, oui ou non? Les reportages. Et les accusations du président Ibrahim Traoré, disant que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour déstabiliser son pays. Elles sont récentes, oui ou non? Il y a eu des accusations de cette nature envers la Mauritanie, oui ou non? Partant du Mali. Le Sénégal n'a-t-il pas, encore aujourd'hui, en son sein, l'ambassadeur d'Ukraine qui a assumé d'avoir organisé l'attaque terroriste de Tinzaouaten avec Al-Qaïda et l'État islamique? Le Sénégal. Vous êtes au courant de ce qui se dit à propos de l'Algérie? Vous savez que l'Algérie est la base arrière des organisations terroristes qui attaquent le Mali, le Burkina, le Niger? Oui ou non? Oui, vous savez. Si vous avez suivi, si vous avez posé à chaque fois dans votre carte mentale, si vous avez posé des points sur la carte de l'Afrique, vous vous rendez compte que quoi? Vous vous rendez compte que le positionnement des groupes terroristes et des puissances néocolonialistes est un encerclement de l'AES. Oui ou non? Vous vous en rendez compte ou pas? Quand on sait que par ailleurs, ils n'ont pas encore complètement quitté le Tchad, qu'ils sont impliqués dans le conflit soudanais, qu'ils sont encore en Libye, vous avez là la vérification d'une théorie
que j'ai élaboré il y a 6 mois, même plus. La théorie de l'oignon géostratégique. J'avais dit quoi? Que le dispositif d'encerclement de l'AES avait la forme suivante. Le cercle le plus large, ce sont les forces de l'OTAN. Ensuite, le cercle suivant, ce sont les forces de la CEDEAO. Ensuite, le troisième cercle, ce sont les groupes armés terroristes. Le cercle otanien soutient les forces de la CEDEAO qui soutiennent les groupes terroristes. Je l'avais dit ou pas? Vous vous souvenez de la doctrine de l'oignon stratégique, géostratégique? La conférence existe. Elle est disponible sur Facebook et YouTube. Si vous tapez l'oignon géostratégique, j'avais même fait un dessin. Un de mes jeunes amis internautes m'avait même adressé la forme informatique du dessin. Je la retrouverai dans mes machines pour vous la donner. L'oignon géostratégique, l'encerclement de l'AES, il a pour but quoi? L'attaque. Il a pour but d'écraser l'AES, d'étouffer l'AES, de réduire l'AES en poussière. Vous avez vu le positionnement? Quels sont les États cités? Les États du lac Tchad, ça veut dire le Nigeria, qui sert de base arrière, le Cameroun qui combat Boko Haram, mais qui ne veut pas s'associer très clairement à la grande bataille panafricaniste, parce que le président camerounais n'est pas un panafricaniste, c'est un pourvoiriste, c'est quelqu'un qui ne veille qu'à son pouvoir à vie. Il sait très bien qui attaque au nord du Cameroun, mais jamais il ne va se solidariser avec l'AES. Hein? Le Nigeria de Tinubu, vous êtes au courant. La Côte d'Ivoire, Ouattara, il en a fait l'esclave de la déstabilisation de l'Afrique. Tant qu'il sera au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire servira de base arrière pour attaquer l'AES. Le Nigeria, le Bénin s'est ouvertement positionné ainsi. La Guinée reste dans une ambiguïté relativement tolérable. Vous connaissez la position de la Guinée-Bissau, vous connaissez l'ambiguïté du Sénégal, l'ambiguïté de la Mauritanie, et vous connaissez l'hostilité de l'Algérie. La boucle est bouclée. Ils sont en train de renforcer le grand cercle de leurs troupes autour de l'AES pour pouvoir lui porter une estocade. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Alors, vous pourriez me demander, mais comment l'AES fait-elle pour voir tout cela? La réponse est directe. L'AES dispose désormais du renseignement aérien le plus fiable, à savoir les satellites russes. L'AES tout entière a signé une convention en attendant la construction de ses propres satellites pour recevoir l'information satellitaire russe en temps et heure, ce qu'elle n'avait pas, tant qu'elle coopérait avec l'OTAN. L'OTAN choisissait quel renseignement donner à l'AES. Avec la Russie, les satellites russes informent en H24. Ils informent en permanence les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. Il n'y a aucun grand mouvement au sol qui leur échappe. Vous avez compris? Donc, quand l'AES parle, quand elle donne les positions, lac Tchad, frontière Niger-Nigeria, frontière Niger-Bénin, frontière Niger-Burkina, frontière Bénin-Burkina, les grands stratèges de l'AES possèdent les photos. Ils possèdent les films. Et actuellement, leurs caméras sont braquées sur ces positions. Vous avez compris? C'est sur la base de cette information scientifique que les dirigeants ouest-africains de la Confédération des États du Sahel s'expriment. Ils bénéficient désormais du renseignement aérien grâce au contrat qui a été signé avec la Russie. Selon ce contrat, en attendant la délivrance des 3 satellites achetés par l'AES, la Russie assure le renseignement radar de ces pays en temps et heure. C'est ce que le contrat dit. Donc, il ne faut pas penser qu'au Mali aujourd'hui, au Burkina ou au Niger, on ait besoin d'attendre la bienveillance d'une quelconque force occidentale pour avoir un renseignement aérien précis. Le renseignement est assuré. D'où l'efficacité de la guerre de drones menée par ces pays contre les groupes terroristes. C'est une guerre de drones redoutablement efficace. La reconquête de Kidal n'eût pas été possible. Les grandes victoires antiterroristes n'eussent pas été possibles sans la qualité du renseignement aérien de l'Alliance des États du Sahel. Elle a donc tous les moyens de savoir que l'organisation des troupes et des groupes terroristes qui est observée à ses frontières n'est pas ordinaire. C'est une organisation extraordinaire. Le niveau de concentration des moyens logistiques, le niveau de concentration des moyens financiers, le niveau de concentration des moyens humains
a passé un certain seuil où on sait qu'ils se préparent à passer à l'attaque. C'est pour ça qu'ils se sont donné 6 mois. Les 6 mois qu'ils se sont donnés sont en fait 6 mois d'opération militaire pour tenter de renverser simultanément Goïta, Tiani et Traoré. Écrivez ça. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? D'où les décisions qui viennent dans le grand dernier paragraphe. Les 3 grandes décisions qui vont être prises. Les voici. Face à la gravité de ces faits, ce sont des faits, le collège des chefs d'État de la Confédération 1 a décidé de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Ça veut dire qu'en fait, l'AES est prête à la guerre contre la CEDEAO. C'est ce que signifie la première décision. Si des troupes font mouvement d'un pays de la CEDEAO vers un pays de l'AES, le pays de l'AES considère ce pays de la CEDEAO comme lui ayant engagé la guerre. Et il va lui répondre comme tel. Alerte maximale. Tout pays de la CEDEAO qui va servir de base arrière pour attaquer l'AES a déclaré la guerre à l'AES. C'est ça que ça veut dire. Donc, Tinubu n'a qu'à bien surveiller ses frontières. Vous partez du Nigeria pour attaquer le Niger, vous avez attaqué l'AES. L'AES vous pourchasse à volonté. Vous partez de la Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger, le Mali, le Burkina. Le Niger, le Mali, le Burkina considèrent que vous les avez attaqués. Ils vous pourchassent à volonté. Vous partez du Bénin pour entrer au Niger et attaquer le Niger. Le Niger vous pourchasse à volonté. C'est ça le message. Vous partez du Sénégal pour attaquer le Mali, le Burkina ou le Niger. Ils vous pourchassent. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Qui d'autre trouble la classe? Est-ce que Vincent est encore là? Ça m'étonnerait. Je crois que je l'ai bloqué. S'il est encore là, je vais le faire partir. Donnez-moi juste une seconde. Bon, je crois qu'il n'est plus là. Quelqu'un l'a remplacé. Voilà, il a été bloqué. Ok, c'est bon. Alors, il faut que vous compreniez bien le premier point. L'alerte maximale signifie que face à cette agression donc organisée par la CEDEAO, la réplique, c'est une contre-attaque. C'est la contre-offensive qui est prête. Deuxième décision, décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. C'est-à-dire que les 3 armées vont se défendre ensemble. Il n'y a plus de séparation militaire entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est le même espace militaire. Les 3 armées agissent ensemble partout, sur tout le territoire de l'AES. C'est-à-dire qu'il y a des opérations dans telle zone du Burkina qui peuvent être menées plus efficacement par l'armée nigérienne. C'est l'armée nigérienne qui va y aller. Il y a des opérations dans telle zone du Niger qui peuvent être menées plus efficacement par l'armée malienne. C'est l'armée malienne qui va y aller. Il y a des opérations dans telle zone du Mali qui peuvent être mieux menées par l'armée nigérienne. C'est l'armée nigérienne qui y va. Vous avez compris? La mutualisation, l'interpénétration des corps de défense. Ça, c'est une très grande nouvelle. C'est une nouvelle montée en puissance. En fait, on est en train de rater l'unification de l'armée de l'AES. La fédération de l'AES va naître par l'armée, comme l'alliance des États du Sahel est née d'abord sous la forme d'une alliance de sécurité. Oui, il va falloir se défendre ensemble. Il va falloir joindre les lances pour protéger l'Afrique. C'est ce qui a été décidé. Un théâtre unique d'opérations militaires. C'est-à-dire que les 3 armées combattent dans tout le territoire de l'AES sans restriction de frontières. L'armée malienne, quand elle commence à pourchasser un ennemi qui essaye de fuir dans le territoire burkinabé, elle va jusqu'au bout de l'action. Même si c'est 250 km dedans, elle va. Jusqu'à ce que, en bonne entente avec le Burkina ou le Mali, il y ait du relais. Donc, ceux qui croyaient qu'ils peuvent fuir au Burkina après avoir attaqué au Niger, ils savent qu'ils ne pourront plus.
Ceux qui peuvent fuir au Mali, après avoir attaqué au Burkina, ils savent qu'ils ne pourront plus. Ceux qui peuvent fuir au Niger, après avoir attaqué au Mali, ça ne va plus être possible, parce que le champ militaire est unifié. Il s'agit donc de prendre les terroristes dans un encerclement stratégique à l'intérieur de l'espace. Troisième décision, appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Là, il s'agit d'un appel à l'union entre les peuples, les armées et les chefs. C'est l'appel traditionnel dans une situation d'urgence et bien de guerre. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Vous avez compris que cette déclaration montre qu'à la tête du Mali, du Burkina et du Niger, il y a des hommes et des femmes qui ont une connaissance précise de la nature de la déstabilisation et qui ont une conscience aiguë de leurs responsabilités et qui vont les assumer, leurs responsabilités. Je crois que c'est clair pour tout le monde maintenant. Et en analysant cette déclaration, paragraphe par paragraphe, je voulais vraiment amener chacune et chacun à ne pas en négliger la quintessence, l'enseignement pour notre peuple. Je vous remercie d'avoir massivement suivi cet exposé. Je vous remercie de l'avoir massivement partagé et je vous remercie de le compléter par vos lumières, car le savoir est une collecte dans laquelle chacun apporte sa part. Je salue une fois de plus les armées du Mali, du Burkina et du Niger, les armées donc de la Confédération. Je leur dis ma solidarité et j'appelle toutes les Africaines et tous les Africains du monde entier à manifester leur solidarité envers le Mali, le Burkina, le Niger, la Confédération de l'Alliance du Sahel, qui est menacée parce qu'en fait, on veut l'empêcher de lancer la nouvelle monnaie Sahel l'année prochaine. Derrière tout cela, c'est la décision d'aller à l'émancipation monétaire financière qui rend les néocolonialistes fous parce qu'ils vont perdre leur péage. Leur immense escroquerie va prendre fin. Un nouveau chapitre de souveraineté, le chapitre financier monétaire, va s'effondrer. C'est pour anticiper là-dessus qu'ils mettent la CEDEAO sur pied de guerre contre l'AES. Mais le temps dans lequel nous sommes est celui de l'émancipation africaine. Ma conviction est qu'en effet, ils perdront. Ils perdront.